marocain, et lorsque Vichy lui demande de recenser les juifs du Maroc, il répond qu'il n'y a pas de juifs au Maroc, qu'il n'y a que des Marocains. Au XIXe et au XXe siècle, le Maroc attire les convoitises et devient le théâtre d'enjeux européens, des rivalités entre puissances européennes à l'instauration du protectorat français. En effet, l'enjeu nationaliste sera latent durant toute cette période. La conquête de l'Algérie et puis le retrait de fait de la puissance ottomane vont créer une période nouvelle de questionnement et d'instabilité pour la monarchie alawite. La montée en puissance en Afrique des présences européennes et notamment françaises feront du Maroc un sujet de convoitise entre l'Espagne, la France et même l'Empire allemand. Elle se soldera par l'installation protectorat avec l'œuvre d'un homme, un compatriote lorrain, le maréchal Lyautey. 40 ans, le premier salon marocain que j'ai pu voir, c'était en excursion scolaire, dans les combles du château de Toré-Lyautey, où le maréchal Lyautey a fini ses jours et souhaitait les finir dans cette ambiance marocaine. Alors le maréchal Lyautey façonnera le Maroc moderne avec une approche très différente de celle qui sera menée par l'administration française en Algérie. Conscient du caractère provisoire de la domination française et profondément bienveillant à l'égard des Marocains, il mènera ce travail de renforcement du rôle de la monarchie comme système politique et religieux, fondement du Maroc. Et ce travail réalisé par Lyautey veillera toujours à préparer un retrait inéluctable de la France dans les meilleures conditions pour les deux parties. Les plans de la ville de Casablanca prépareront la cité à devenir la capitale économique du royaume, et pas pour affaiblir Rabat, mais au contraire pour la préserver, comme capitale politique du royaume chérifien, et loin des mouvements et des flux générés par tout centre économique en développement, et cependant en grande proximité avec l'autre ville. Et de l'indépendance à nos jours, le Maroc a amplifié cet élan national. Le souverain Mohamed V s'attellera à cette tâche comme ciment de la société marocaine et fondement de son unité. Il relancera le projet du Grand Maroc, de Tanger à Saint-Louis du Sénégal même. Son fils Hassan II lancera la Marche verte. Leur conception du Maroc est fidèle à son histoire, et bien celle d'être le trait d'union entre l'Afrique et l'Afrique subsaharienne et l'Europe. Les racines en Afrique, les tons, les branches et les feuilles en Europe. Sa vocation est d'être une voie de passage et de transit économique, culturel et humain entre le Nord et le Sud. Elle est d'autant plus facilement que le Maroc a assimilé au cours des siècles l'ensemble des cultures et des civilisations venues l'influencer en l'assimilant pour mieux s'enrichir. Outre l'arabe et l'amazigh, qui, depuis sa reconnaissance et sa revalorisation ces dernières années, le français et l'espagnol sont parlés quasiment couramment au Maroc. Son ouverture internationale se confirme par la modification de la législation économique et fiscale, accélérée par l'accord d'association avec l'Union européenne signé par Sa Majesté le roi Hassan II en 87. Les relations euro-marocaines n'ont cessé de s'intensifier sous le règne de Sa Majesté Mohamed VI. Le Maroc est doté, vous le savez tous, depuis 2008 du statut avancé auprès de l'Union européenne. Il est d'ailleurs le premier bénéficiaire financier de l'instrument européen de voisinage et de partenariat. La volonté marocaine d'ouverture s'exprime aussi sur l'axe Est-Ouest. Au plan régional, il a toujours milité pour l'union du Maghreb arabe. Il a toujours cherché à dépasser le contentieux saharien entretenu par son voisin. Relancé encore ces derniers jours par le ministre, volonté de dialogue relancée récemment encore par le ministre marocain des Affaires étrangères. Et le plan marocain d'autonomie régionale répond peut-être davantage à la volonté marocaine d'apaiser sa relation avec l'Algérie qu'à une revendication des habitants des provinces du Sud. Et sur un plus vaste plan, le Maroc est la porte atlantique de l'Afrique et du monde arabo-musulman. Il vit une relation apaisée avec l'Occident, Amérique comprise, et une relation qui peut être apaisante pour tout le monde arabo-musulman. Sous l'impulsion de Sa Majesté Mohamed VI, le Maroc connaît aussi une dynamique de développement liée non pas, comme beaucoup de ses voisins, à l'exploitation facile des ressources naturelles, mais à l'esprit entrepreneurial. Même les Walis ne sont plus seulement des administrateurs, mais aujourd'hui de véritables développeurs. Alors que les pays arabo-musulmans restent souvent dominés par l'économie de la rente, le Maroc adopte une économie de production.
Ce partenariat euro-marocain se fonde d'abord sur cette si solide, si ancienne et toujours si actuelle relation franco-marocaine. Alors les échanges politiques et administratifs entre tous les départements ministériels sont quasiment permanents. Les rapports au sommet des exécutifs ont toujours été étroits et chaleureux. Je dirais que même le parti pris très idéologique d'une épouse du président de la République dans les années 80 n'a pu mettre à mal cette relation franco-marocaine, et sous toutes les autres présidences françaises, l'axe Rabat-Paris a toujours été des plus solides. Souvenons-nous de la visite d'État de Sa Majesté Hassan II en 1996, souvenons-nous du défilé des troupes marocaines sur les Champs-Élysées en 1999, souvenons-nous aussi que c'est en France que le nouveau souverain Mohamed VI a effectué sa première visite d'État à l'étranger en mars 2000. Le Maroc et la France savent trouver les voies du dialogue et de la coopération sur des sujets aussi délicats que la maîtrise de l'immigration ou des questions aussi cruciales que celles du développement rural ou des infrastructures de base. Et le Maroc, qui se heurte trop souvent à l'incompréhension européenne et internationale sur la question saharienne, sait qu'elle peut compter sur la compréhension et le soutien de la France. Parce que la France comprend que si le colonisateur avait été le même de Tanger à Darda, et s'il s'était retiré en même temps d'ensemble du territoire, jamais la souveraineté marocaine sur le sud n'aurait été contestée. Le Maroc comprend aussi, que la France comprend qu'avant qu'elle n'envahisse le Maghreb, la souveraineté marocaine, par le jeu des allégeances politiques, et pas seulement religieuse, comme l'a interprété à tort le tribunal de La Haye. Et cette souveraineté marocaine était effective sur le Sahara occidental, alors qu'Alger était loin d'exercer ce même type de souveraineté sur le Sahara aujourd'hui algérien. La France comprend aussi qu'aujourd'hui un État indépendant de seulement 300 000 habitants sur un territoire aussi vaste que cette région du Sahara serait dans l'incapacité de contrôler ce territoire. Et des États voisins, 10 fois plus peuplés, sont déjà bien à la peine et ne parviennent pas à bout des réseaux mafieux et terroristes qui sévissent au Sahara. La France sait encore que le projet marocain offre non seulement une porte de sortie honorable à chacun des protagonistes, mais aussi une organisation institutionnelle et un modèle de développement encore inconnu, en tout cas non pratiqué, dans le monde arabo-musulman. Enfin, c'est un Maroc allant de la Méditerranée à la Mauritanie qui assure le meilleur pont entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne, tant sur le plan politique qu'économique. La coopération est politique, diplomatique et militaire entre nos deux pays, tant dans le cadre d'un partenariat bilatéral, qui est fort, que d'accords multilatéraux avec l'Europe, notamment dans le processus de Barcelone, et l'OTAN dans le cadre du dialogue méditerranéen. Et les actes concrets du Maroc, posés tous les jours, sont en totale cohérence avec son hostilité proclamée à l'encontre de l'extrémisme et du terrorisme. J'ai eu, pour ma part, le privilège de visiter et d'apprécier la présence des troupes marocaines engagées aux côtés des troupes françaises dans la KFOR au Kosovo ou encore dans l'IFOR en Bosnie. Faut-il rappeler aussi l'importance des liens économiques et financiers entre la France et le Maroc. La France est le premier partenaire commercial du Maroc, le premier investisseur étranger au Maroc, le premier créancier public du Maroc, le premier bailleur de fonds bilatéral du Maroc. Et réciproquement, le Maroc est 17e client de la France, la totalité du pays, en ne tenant pas compte des populations respectives de l'ensemble des pays, le deuxième partenaire parmi les pays tiers méditerranéens et le troisième pays hors OCDE. Et contrairement au discours dominant et bien qu'élu d'une région vivant de l'industrie métallurgique et mécanique et automobile, je me félicite d'investissements comme celui de Renault-Nissan avec l'usine d'acier de Tanger. Parce que contrairement à ce qui a été dit, il est gagnant-gagnant pour la France et le Maroc. Certes, les voitures à bas coût se vendent aussi en Europe occidentale, mais elles concurrencent, pour ceux qui connaissent le marché automobile, essentiellement le marché d'occasion. Et surtout, elles permettent à ce groupe français, devenu international, de reprendre pied en Afrique, alors que le marché automobile avait été ces dernières années littéralement conquis
par les marques asiatiques, japonaises, mais aussi coréennes et chinoises. Donc il n'y a pas d'effet de substitution, comme lorsque ce même groupe produit la Clio en Espagne. Mais il y a bien un effet de complémentarité et d'expansion qui profite aux deux rives de la Méditerranée. Or, cette coopération franco-marocaine est vaste, elle est très cohérente. Je ne vais pas la détailler, il faudrait simplement rappeler qu'elle aide à l'ajustement macroéconomique et structurel, qu'elle porte aussi sur les secteurs scientifiques et techniques, qu'elle s'oriente encore vers de nouveaux besoins d'éducation de base, de développement social, d'emploi, l'aménagement du territoire, et qu'elle prend aussi de nouvelles formes très intéressantes, la coopération décentralisée, c'est-à-dire entre collectivités territoriales ou les bailleurs de fonds multilatéraux. Cette coopération bilatérale est donc exceptionnellement riche. Mais ce trait d'union dépasse de loin l'intérêt exclusif de nos deux nations, françaises et marocaines. Ce trait d'union doit lier avec la France l'Europe et l'Occident, et avec le Maroc l'Afrique entière et le monde arabo-musulman. Le Maroc est bien cette puissance, trait d'union est le véritable pivot régional, acteur du développement en Afrique, par le développement des relations économiques et sociales entre l'Europe et l'Afrique, et en lien avec son propre développement. Il est aussi un modèle de pratique modérée et contextualisée de l'islam. En son sein, la concorde entre les religions est une réalité pluriséculaire et qui est intégrée aux mœurs des citoyens marocains. Sa force est justement sa stabilité politique, fondée sur des institutions aux racines monarchiques et religieuses, qui lui permet de jouer toujours plus ce rôle de pont entre l'Orient et l'Occident, entre l'Europe, le monde arabo-musulman et l'Afrique. Les efforts considérables menés depuis une décennie pour moderniser le royaume, la succession de réformes politiques, institutionnelles et sociétales, consolidant les acquis pluriséculaires, puisés même dans son histoire et sa culture forgée à travers les siècles, voilà qui porte le Maroc au rôle de puissance émergente au plan régional. La réussite du Maroc dépendra de sa force intérieure, bien sûr, mais aussi des appuis et des soutiens qu'il trouvera au sein du bassin méditerranéen et en Europe principalement. Ses accords avec l'Union européenne et son statut d'association seront déterminants. La modernisation est en route, l'évolution de sa démographie avec une entrée progressive en transition démographique sur les 2 dernières décennies est là pour en attester. Il faudra que la France joue pleinement son rôle d'ami et de partenaire. Nous pouvons puiser dans nos politiques d'intégration culturelle et sociale bien des modèles et des exemples. Nous avons besoin du Maroc comme partenaire économique en acceptant qu'il puisse réaliser toutes les étapes nécessaires à une modernisation réussie. Les transferts technologiques, industriels et savoir-faire des formations seront nécessaires. Nos entreprises n'auront pas à craindre ces coopérations qui leur permettront de trouver de nouveaux débouchés pour leurs produits. Une classe moyenne émergente sera toujours plus en demande de produits et de créations correspondant à ces standards. La formation de la jeunesse surtout est devenue un enjeu que nous devons tenir comme prioritaire. Pour qu'il réussisse, il faut donc lui tendre la main. Pays francophones, nous devons être à ses côtés, et même sans philanthropie exacerbée. C'est même notre intérêt français que d'être à ses côtés. Le Maroc est pour la France et pour l'Europe ce partenaire fiable et stable. C'est ce que la classe politique française, au-delà des clivages, doit retenir. En évolution, respecté pour ce qu'il peut respecter, reconnu pour ce qu'il peut apporter et soutenu, le Maroc pourra révéler ses nombreux atouts, dont certains encore cachés que dans sa longue histoire bien comprise par le maréchal Lyautey, le Maroc n'a jamais manqué d'offrir à ceux qui savaient être ses amis. Sa force et sa puissance, c'est son particularisme. Il peut être un acteur indispensable au cœur de cette région du monde et au sein de relations internationales où il est positionné. Si nous savions l'aider à prendre toute la place là où il est. Le pire pour la France serait la stratégie du repli. Une politique arabe de la France incertaine et virevoltante serait tout aussi catastrophique. Et la France ne doit pas faire le choix de l'aventure ni d'amateurisme. Mais mettons tous nos espoirs malgré les difficultés de ces dernières années liées à la conjoncture internationale méditerranéenne, mettons tous nos espoirs dans l'émergence concrète de l'Union pour la Méditerranée où le Maroc a joué
dès le départ, un rôle moteur. Car, comme l'avait perçu Lyautey au regard de ce travail qu'il a réalisé pendant 13 ans, il faut viser à ce que le Maroc regarde toujours vers la France. C'est le vœu que j'ai mis pour conforter cette puissance trait d'union. Je vous remercie. Monsieur le sénateur, alors sous le contrôle de Charles, je crois qu'il reste quelques minutes pour permettre les observations et les questions éventuelles. Oui. Non. 5 minutes. 5 minutes. C'est 5 minutes de trop. D'accord. D'accord. Alors, Charles vient d'expliquer qu'on se retrouve pour le déjeuner. Je crois que le plus simple, c'est de le suivre. Apparemment, c'est à l'étage. C'est à l'étage. Alors, là, Je peux te déranger si